Et merci à Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Moussa Bocar Thiam. Maître, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye Der. Je vous remercie de l'invitation qui nous permet d'échanger sur les questions d'actualité. Alors, vous êtes notre ministre de tutelle, ministre donc de la télécommunication et du numérique. Avant de parler de la presse, des médias, quelque chose qui intéresse tous les Sénégalais. Les données mobiles ont encore été suspendues aujourd'hui, monsieur le ministre. À quand le retour? Et pourquoi ces suspensions récurrentes et intempestives, on va dire? Donc je vous remercie Abdoulaye Der. Vous savez que le Sénégal connaît une période assez particulière à l'approche de l'élection présidentielle, et qu'en plus nous sommes dans une période où nous avons constaté quand même des troubles, une crise politique perceptible partout dans le pays. Alors, nous avons remarqué aujourd'hui ce qui change par rapport aux manifestations que nous avions connues par le passé, il y a une dizaine, vingtaine d'années. Les manifestations politiques sont de plus en plus violentes. Et en analysant effectivement la source de cette violence, non seulement il y a un changement de paradigme, non seulement il y a un effort que les partis politiques, les hommes politiques doivent faire sur leurs militants, notamment l'école du parti, toutes ces questions de formation, et d'éducation et d'encadrement des partisans politiques. Il y a ça qui fait défaut pour presque beaucoup de partis politiques. Et nous avons vu surtout aussi qu'aujourd'hui que la situation est empirée, amplifiée par le phénomène, par les réseaux sociaux, par les plateformes de réseaux sociaux que nous connaissons. Alors, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les mesures que l'État prend, effectivement, nous avons constaté, effectivement, si nous réduisons plus ou moins l'accès à ces plateformes par lesquelles des messages subversifs sont divulgués, par lesquels des messages haineux sont diffusés, et surtout des appels à la violence, à l'insurrection, c'est tous ces messages-là que l'on voit à travers les réseaux sociaux. Donc c'est une réalité aujourd'hui que parmi les mesures de maintien de l'ordre, il est nécessaire effectivement de prendre en compte ces plateformes, ces réseaux sociaux, ce qui fait qu'effectivement que les données mobiles sont suspendues en fonction de la situation sécuritaire que nous avons sur le terrain. Nous prenons des mesures préventives pour éviter justement d'amplifier la haine, d'amplifier la violence sur le terrain. Mais à côté, vous comprenez qu'il y a une atteinte grave à la liberté des citoyens, mais également sur l'économie, l'impact sur l'économie. Il y a beaucoup de gens qui vivent maintenant de cette économie numérique. Vous êtes le ministre, de tutelle, je ne vous apprends rien. Tout à fait. Vous savez, en tout cas, on a constaté effectivement que chaque fois que les données mobiles sont suspendues, nous avons moins de violence sur le terrain. Il y a quasiment eu aucun décès lorsqu'il y a eu des coupures sur les données mobiles. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de manifestation, pourtant vous avez coupé. Non, il y a eu des appels à une manifestation. Aujourd'hui, c'était une mesure, encore une fois, préventive. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Sénégal qui compte avant tout. L'État du Sénégal a une responsabilité, qui est d'assurer aux Sénégalais la sécurité, d'assurer aux Sénégalais la paix, d'assurer aux Sénégalais le pouvoir de vivre paisiblement sur le territoire national. Il va de la responsabilité de l'État. Maintenant, toutes les mesures que l'État prend pour assurer la sécurité, assurer l'ordre public, c'est des mesures qui sont impératives, surtout en cas de crise. Et donc au moment où je parle, d'ailleurs, dès lors qu'on a vu effectivement qu'il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu effectivement d'actes de vandalisme dans le pays, donc la mesure a été levée. Au moment où je parle, la mesure est déjà levée. Donc c'est une mesure vraiment, d'ailleurs beaucoup de Sénégalais la mesure est levée. Attendez, je vais non, je peux vous confirmer. Je vous confirme que la mesure est levée. En mettant les données mobiles pour voir. Mais vous ne nous arrêtez pas à couper seulement maintenant les données mobiles. Vous avez coupé le signal de Walfadjri. Ça, c'est une mesure. Avant de parler de Walfadjri, j'aimerais bien vous dire qu'effectivement, beaucoup disent que oui, effectivement, il y a un impact sur l'économie nationale. Mais bon, c'est un impact quand même qui est mitigé. Parce qu'aujourd'hui... mais monsieur le ministre, ceux qui sont touchés ne vont pas dire ça. Non, je vous dis... Non, c'est un impact qui est mitigé. Parce qu'une entreprise comme Orange aujourd'hui, comme Sonatel, qui est quand même la première entreprise de téléphonie mobile au Sénégal, vous savez qu'il fait 1580 milliards de chiffre d'affaires à l'année.
vous voyez, coupure d'Internet une journée ou deux sur l'année, bon, écoute, c'est pas forcément quelque chose qui a un impact forcément sur son chiffre d'affaires ou sur ses activités. Mais ça crée de la gêne, ça crée effectivement, ça paralyse certaines activités que l'on comprend très bien. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Internet n'est pas coupé. Parce que l'Internet, le Wi-Fi, dans les bureaux, dans les entreprises, est tout à fait disponible. Ce n'est que les données mobiles qui sont suspendues, souvent provisoirement pour des impératifs de sécurité publique. Et la sécurité, l'ordre public, passe avant toute autre considération économique. Telle est la doctrine de l'État du Sénégal. Alors dites-moi, comme je dis, vous ne vous arrêtez pas, vous, à couper seulement l'Internet mobile, mais également le signal de Walfadjri a été coupé et vous avez retiré la licence même d'exploitation. C'est extrêmement grave. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde, nous sommes en 2024. Peut-être que j'ai eu la coïncidence d'être dans un ministère où aujourd'hui un rôle important lui est dévolu dans le domaine du maintien de l'ordre. Maintenant, le maintien de l'ordre n'est plus l'apanage des forces de sécurité et de défense. Nous savons tous que l'information, les moyens de diffusion des informations sont des moyens importants sur lesquels il faut effectivement que l'État veille pour éviter justement les troubles à l'ordre public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministère de la Communication, des Télécoms et du Numérique se retrouve face effectivement à cette situation-là. Et donc, vous parlez toujours des gens qui sont coupés, des Walfadjri qui est coupé. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que de toute façon, avez-vous le droit de le faire? Le pouvoir et le droit de le faire? Oui, de toute façon, le pouvoir est là. Le pouvoir, c'est la loi qui encadre les actes administratifs. Vous savez, c'est les actes administratifs qui ont été pris déjà pour la sanction de 30 jours. Les gens disaient qu'effectivement, ce n'était pas possible. La Cour suprême a bel et bien validé la sanction qui a été faite pour les 30 jours par le ministère. Aujourd'hui, le retrait de la licence, c'est des prérogatives du ministère à travers l'article 142 du Code de la presse qui permet effectivement à l'autorité qui délivre la licence de pouvoir la retirer si les prérogatives ou si les obligations législatives, réglementaires et contractuelles n'ont pas été respectées par le diffuseur ou l'éditeur. Et il est évident effectivement que la licence peut bien être retirée si bien sûr il y a eu par le passé plusieurs sanctions qui sont restées sans effet. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une tendance d'apaisement, dans une tendance que le président de la République a pris sur lui de remettre le signal et la licence d'exploitation de la télévision au Walfadjri. Tout à fait. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce que je dis, c'est valable à tous les organes de presse. Aujourd'hui, la presse, elle est libre. Ça, c'est consacré par notre démocratie, consacré par la Constitution sénégalaise, consacré par le Code de la presse. Mais il est clair que l'article 57 du Code de la presse dit clairement que les entreprises de presse doivent nécessairement, dans le traitement de l'information, ne poser aucun acte qui vise à violer l'ordre public ou à faire passer des messages cultivant la haine, cultivant aussi l'insécurité sur le territoire national. C'est toujours un problème. Oui, monsieur le ministre, mais c'est toujours un problème de perception. C'est selon le camp où on se situe souvent que l'on ressent cet appel ou ces appels, comme on le perçoit, je répète très bien, de troubles à l'ordre public ou pouvant mettre en danger la sécurité publique, oui. Mais comme je dis, c'est le ressenti, c'est selon le bord où on se situe. C'est en tout cas un vaste débat. Mais sinon, il y a la violence également exercée sur les journalistes dans l'exercice de leur profession. Et je pense que nous sommes des dégâts collatéraux de cette situation que nous n'avons pas créée. C'est suite au report. Donc, qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Vous savez, pendant longtemps, nous avons eu des débats avec les associations de presse par rapport justement à comment le journaliste doit être traité, comment les journalistes doivent se comporter sur le terrain, des journalistes et techniciens de médias en cas de violence. Vous savez, parce qu'effectivement, cela interpelle. Déjà, ce que j'ai à dire en premier lieu, c'est effectivement que nous ne pouvons pas accepter que des violences soient exercées sur des journalistes et des techniciens de médias qui ne font que leur métier, qui ne font pas partie des acteurs de la violence, qui ne font pas partie des acteurs qui manifestent. Donc, effectivement, les autorités policières, avec mon collègue du ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de discuter de voir comment mettre en place un dispositif, s'il y a des manifestations, de protection spécifique pour les journalistes. Donc, vous savez très bien que ce n'est pas de la volonté manifeste des forces de sécurité et de défense d'exercer une violence quelconque sur un journaliste. Donc, je peux considérer juste qu'effectivement, ce sont des erreurs, ce sont des choses qui arrivent. Sur le terrain, on voit souvent que les forces de défense et de sécurité, des fois,
parce qu'ils sont épuisés, parce que le contexte, parce que vraiment le phénomène de tension peut amener effectivement certaines dérives, mais nul n'a été effectivement, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une prérogative, ce n'est pas évidemment des directives qui ont été données aux forces de sécurité et de défense pour vraiment violenter des journalistes. Ça, d'ailleurs, tous les journalistes le savent, tous les techniciens de médias le savent. D'ailleurs, souvent, nous avons des rapports très cordiaux avec les forces de défense et de sécurité qui sont là justement pour nous, qui sont là pour nous sécuriser et pour sécuriser même les journalistes. Donc, je dis simplement ce qu'il faut faire. Effectivement, aujourd'hui, les organes de presse, ce qu'on a à faire, c'est qu'effectivement, avec le ministère, c'est de travailler. D'abord à effectivement mieux protéger les journalistes sur le terrain, notamment par le port de gilet, parce que d'ailleurs c'était des questions qui ont été agitées au niveau de la Commission nationale de la carte de presse. Un budget même avait été dégagé par le ministère pour justement doter ces journalistes de gilets pour qu'ils soient perceptibles et visibles, pour qu'on puisse être reconnaissable de loin. C'est très important, mais il ne faut pas considérer cette affaire-là comme étant une violence volontaire exercée par les forces de sécurité et de défense. C'est déplorable et c'est vraiment, nous pensons que c'est une action qui fait mal au corps et nous le comprenons très très bien. Mais il ne faut pas en faire un motif de lutte, un motif de contestation. Et pour envenimer également la situation, nous sommes dans une tendance à l'apaisement. Toutes les mesures seront prises, effectivement, en tout cas au niveau de l'État, pour assurer la sécurité des journalistes et des techniciens de médias sur le terrain de conflit. Vous l'avez dit, une situation envenimée entre la corporation et la tutelle. Est-ce qu'il y a des bases d'une médiation ont été jetées? Comment ça se passe actuellement pour, comme vous dites, que la situation revienne à la normale? D'autant plus qu'il y a un levé de bouclier contre vous, comme je dis, ministre de tutelle. Comment ça se passe actuellement? Non, vous savez, les ponts du dialogue ont été jetés? Oui, vous savez que bon, j'ai beaucoup d'amis dans la presse et dans le secteur. Et donc moi, ministre, je suis là pour justement tout faire pour améliorer les conditions de travail. Et donc, le ministre ne peut pas être en antagonisme ou bien en contradiction par rapport aux idées, par rapport à la vision, par rapport aux conditions de travail des journalistes. Par contre, c'est qu'effectivement, le dialogue doit être ouvert, discuter, trouver des solutions. Ça ne sert à rien finalement de se lamenter. Et ce qui est important, c'est qu'ensemble, qu'on trouve les canevas qui nous permettent d'éviter que demain, pareil événement se reproduise. Donc ça ne s'agit pas effectivement d'en profiter pour vraiment essayer de soulever des débats qui sont tout à fait inutiles dans ce contexte dans lequel où chacun a sa responsabilité. L'État a sa responsabilité. Les acteurs des médias ont leur responsabilité, qui est une responsabilité extrêmement importante, surtout pour sauvegarder la paix, la tranquillité publique au Sénégal. Alors, c'est vous qui parlez de dialogue dans votre discours concernant vous, les médias, tout le monde. Et justement, le président de la République, suite au report de l'élection présidentielle, a appelé au dialogue. Comment est-ce que vous analysez cette situation qui découle de ce report et de cet appel au dialogue? Oui, tout à fait. Bon, d'ailleurs, je vais peut-être un peu vous étonner. Mais c'est quand même curieux que, lorsque j'entends certains hommes politiques dire que nous n'allons pas répondre au dialogue, nous n'allons pas dialoguer. Mais ça, ce n'est pas notre culture. Le Sénégal, c'est un pays de dialogue, c'est un pays de discussion. Les positions peuvent être très tranchées, les positions peuvent être très affirmées. Mais nous avons des ressorts dans ce pays qui nous permettent de dialoguer. Et puis le dialogue, c'est pas parce qu'on va au dialogue que l'on va accepter toutes les conditions, toutes les suggestions, propositions au niveau du dialogue. Non. Mais un Sénégalais, dans cette société sénégalaise-là, ne peut pas refuser le dialogue. Même dans nos propres familles, on voit que on a une tradition de dialogue dans ce pays. On voit dans toutes les confréries au Sénégal, on voit qu'effectivement, il y a une tradition de dialogue dans le pays. Donc, on peut pas, comment un Sénégalais peut dire que moi, je ne vais pas répondre au dialogue? Non. Non, je trouve que c'est inadmissible. Les hommes politiques, ils ont encore un rôle de formation. Les hommes politiques, ils ont un rôle sur la stabilité du Sénégal. Parce que je le dis tout le temps, le pays n'appartient pas aux politiciens. Le Sénégal n'appartient pas aux politiciens. Il appartient aux Sénégalais, au peuple sénégalais. Donc chacun dans sa sphère de compétence. C'est bien de vous l'entendre dire, mais c'est la vérité. En disant que mais bien sûr, le Sénégal n'appartient pas aux mais c'est ma conviction. On a l'impression qu'il n'y a que vous dans ce pays, il faut que les politiciens arrêtent. Il faut que les politiciens arrêtent. C'est vous qui créez les problèmes. Non, il faut que les politiciens arrêtent. Le pays n'appartient pas aux politiciens. Et donc c'est important aujourd'hui que chacun d'entre nous engage sa propre responsabilité, sa responsabilité personnelle, pour que ce pays-là soit en paix.
C'est dans ce contexte qu'on a eu la déclaration conjointe, je vais dire, le communiqué conjoint des présidents Wade et Diouf. Mais c'est une leçon d'air. C'est une leçon, moi, qui me touche et qui a touché beaucoup de Sénégalais. Deux chefs d'État qui ont marqué l'histoire de notre Sénégal sur ces 30 dernières années. Des personnes qui ont servi ce pays, qui ont développé ce pays, qui ont participé à la démocratie sénégalaise que l'on connaît aujourd'hui. Si ces deux chefs d'État, des personnes d'un certain âge, prennent leur plume, écrivent et signent, demandent aux Sénégalais d'aller vers le dialogue, d'aller vers la discussion, et le demandent même au président de la République et à tous les Sénégalais. Notre devoir et notre responsabilité, surtout les hommes politiques, parce qu'il s'agit des hommes politiques aujourd'hui, nous devons faire tout pour respecter cette volonté de nos anciens chefs d'État. Parce que deux anciens chefs d'État, en plus du chef d'État en exercice, qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle, donc trois chefs d'État qui appellent les Sénégalais au dialogue. Je demande aux hommes politiques de réfléchir. Ce n'est pas seulement un dialogue politique, s'ils demandent un dialogue parce qu'il y a des informations qu'ils ont que beaucoup n'ont pas. Il y va de l'avenir du pays. Oui, il y va de la sécurité dans le Sénégal. Mais la sécurité doit primer avant tout. Mais mettre peut-être la limite de leur médiation ou de leur demande d'aller au dialogue, c'est qu'a priori, ils valident la date du 15 décembre retenue après vote de l'Assemblée nationale pour tenir l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas une limite à leur démarche également? Oui, mais avant d'aller au dialogue déjà, de valider la date qui pose problème. Non, il ne faut pas se tromper d'air. Pour moi, l'objet du dialogue, ce n'est même pas la date de l'élection. L'objet du dialogue, c'est sur des questions de fond qui ont biaisé l'élection, le processus électoral. Le parrainage, qui doit participer, qui ne doit pas participer. Quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place, les actes que nous mettrons en place, les textes que nous mettrons en place pour qu'une élection se fasse au Sénégal de manière transparente, sans aucune contestation. C'est ça le débat de fond. Que l'élection ne se passe dans un mois, que l'élection ne se passe dans une année ou même plus. C'est pas ça le plus important. Le président Macky Sall, il est sur le départ. C'est un faux adversaire pour les personnes qui se dirigent, qui essayent de contester la volonté du président Macky Sall de rester ce pays-là dans la paix. On ne peut pas lui reprocher de prendre les mesures nécessaires pour laisser ce Sénégal en paix et dans la paix. Il n'est pas candidat. Non, attendez, Diar, s'il vous plaît. Il n'est pas candidat. Le président Macky Sall n'est l'adversaire de personne. Il y a une seule chose qui le tient à cœur, c'est qu'il a pris ce pays-là, la paix de serment, dans un pays démocratique et dans un pays où règne la paix. Il n'a pas le droit d'abandonner le Sénégal dans le conflit et dans l'absence de paix. C'est la raison pour laquelle, je dis aux acteurs politiques, l'objectif, c'est de discuter pour mettre en place un processus électoral incontestable. Mais que l'élection se passe dans 3 mois, dans un mois, et j'appelle les candidats. Mais allez travailler, allez parler aux Sénégalais. Ils ne devraient plus passer du temps à parler aux Sénégalais que de faire des réunions de couloir, que de faire des réunions de contestation. Ça n'a pas de sens. Les Sénégalais vous attendent chez eux. Allez discuter avec les Sénégalais. Et moi, en tout cas, je le dis à notre candidat. Notre candidat, Amadou Ba, moi je le conseille de descendre sur le terrain, aller vers les Sénégalais, discuter avec les Sénégalais. Votre candidat est au cœur du conflit ou du problème avec le Conseil constitutionnel et ses accusations. Vous êtes un homme du sérail. Pour vous, le Conseil constitutionnel a-t-il bien fait son travail? Ou alors ces graves accusations portées contre lui et qui touchent également votre candidat, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il faut en penser? Non, vous savez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un dérèglement. Puisque lorsqu'on parle du Conseil constitutionnel et qu'on évoque des questions de corruption, il y a un dérèglement quelque part. Mais le Sénégal vit une crise. Parce que depuis quand on accuse des magistrats du Conseil constitutionnel de corruption? Vous savez, c'est une situation quand même délétère et une situation vraiment qui met mal à l'aise tout le monde. En tant que membre du gouvernement, je n'apprécie pas, je ne peux pas même apprécier comment peut-on accuser des magistrats du Conseil constitutionnel de corruption et autres. Mais cela, il va même de la décrédibilisation de nos institutions. Vous savez que nous faisons un virage, nous sommes dans un virage très serré et très dangereux pour le pays. Je veux vraiment que les hommes politiques reviennent à la raison. Nous avons un président de la République qui appelle au dialogue. Venez discuter, venez dialoguer. Vous ne pouvez pas refuser. Aucun parti politique, aucun homme politique ne peut refuser ce dialogue. Vous parlez de la décrédibilisation du Conseil constitutionnel, mais
à côté de vous au Conseil des ministres, s'assoit un Premier ministre qui est accusé d'être le corrupteur. Oui, vous savez, les faits évoqués sont des faits quand même graves. Vous ne pouvez pas accuser un Premier ministre de corruption, accuser des magistrats du Conseil constitutionnel de corruption. Vous voyez, donc tout cet imbroglio-là fait effectivement, justifie le report. Hein. Tout le monde sait que ce report est tout à fait justifié parce qu'effectivement, mieux vaut reporter de quelques mois et faire des élections transparentes, claires, sans aucune contestation, et en plus éclairer la lanterne des Sénégalais sur ces accusations qui peuvent être fausses. Hein. Les accusations peuvent être fausses. Elles peuvent être fausses. Comme elles peuvent être véridiques, j'en sais rien du tout. Mais ce qui est important, qu'effectivement, que les hommes politiques doivent aller discuter et dialoguer pour l'avenir du pays. Et je leur demande d'aller parler aux Sénégalais. L'élection aura lieu, l'élection est devant nous. Et c'est pour laquelle je dis à notre candidat d'aller vers les populations. Mais est-ce que vous ne dialoguez pas déjà à l'insu des populations, puisqu'on entend dans la presse de ce jour des voix autorisées en plus parler d'amnistie, de loi d'amnistie déjà en gestation pour certains détenus dits politiques? Donc vous savez, quand on parle de dialogue, dialogue surtout politique, tous les hommes politiques doivent discuter. Tous les hommes politiques doivent aller dialoguer. Maintenant, toutes les mesures qui seront prises seront des mesures qui seront prises en fonction des résultats du dialogue. C'est logique. Les gens dialoguent pour trouver des solutions. Maintenant, dans le cadre du dialogue, mais les gens ne sont pas obligés d'accepter tout. Les gens ne sont pas obligés. Donc, le dialoguer, c'est très important. Ça permet aux gens de discuter des différents points qui les intéressent. Après, maintenant, les mesures qui se prendront. Pour terminer, c'est toujours l'homme du Sérail que j'interpelle. Le PDS réclame désormais une cour constitutionnelle à la place d'un conseil constitutionnel. Pour vous, ça change quoi? Est-ce pertinent? Bon, je pense que ça ne change pas grand-chose. Parce que le conseil constitutionnel, c'est une juridiction plus ou moins politique qui régule un peu les élections, surtout les élections présidentielles. Donc, s'il est évident que parler de cour qui permettra à cette juridiction de juger, de trancher en dernier ressort, quasiment c'est à peu près la même chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'article 92 de la Constitution qui dit que les décisions du conseil constitutionnel sont des décisions qui sont définitives. Donc, vous savez, dans ce point de vue-là, donc le conseil constitutionnel a le pouvoir vraiment de pouvoir prendre des décisions quand même qui impactent, qui s'imposent à toutes les autorités administratives comme les autorités politiques. Maintenant, en transformer, déjà ce conseil constitutionnel c'est une forme light de cette juridiction électorale, mais si vous en faites une cour encore, vous risquez encore de complexifier encore la situation. Alors que le conseil constitutionnel, il faut comprendre que ce n'est pas que des magistrats qui y sont, il y a des avocats, des professeurs d'université qui sont membres du conseil constitutionnel, donc ce n'est pas que des magistrats. Donc, ces magistrats sont allés à la retraite. Donc, ce qui est important, en tout cas, encore une fois, je profite de l'antenne, vous m'excuserez, pour dire déjà aux membres du Benno Bokk Yakaar de se mobiliser. C'est ça l'essentiel. L'élection aura lieu dans quelques mois, dans quelques semaines, l'élection présidentielle aura lieu. Donc, j'appelle nos camarades du Benno Bokk Yakaar de se mobiliser, d'aller sur le terrain, parler avec les Sénégalais, défendre notre bilan. Parce que nous avons un bilan facile à défendre. Dans tous les secteurs, le président Macky Sall a changé le pays. Donc nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Donc nous sommes à l'aise à aller vers les gens. Laissons-les discuter, laissons-les discuter, faire le dialogue, pas de souci. Laissons-les contester. Nous, le Benno Bokk Yakaar, descendons sur le terrain. Arrêtons de chamailler entre nous. Nous sommes tous dans la même barque. Soyons unis, formons un bloc. Et nous pourrons avoir encore une fois la confiance des Sénégalais. Parce que depuis 12 ans, nous gérons ce pays et tout le monde sait que nous avons un excellent bilan à défendre. Je vous sors de la politique pour la dernière question. Je vous ramène à votre ministère, mais aussi dans les médias, avec la viabilité de l'entreprise de presse qui se pose souvent problème et les conditions de travail dans ces entreprises de presse et surtout pour les jeunes reporters également. Oui, mais vous touchez du doigt un problème essentiel. Vous savez que nous venons juste de sortir des assises des médias qui ont été financées par le ministère lui-même. Donc avec ces assises-là, il y a des résultats qui sont sortis, qui devront bientôt publier pour qu'on échange là-dessus. Et puis aujourd'hui, nous avons deux grands problèmes. Parce qu'il y a deux situations qui sont antagonistes. D'une part, nous disons que les entreprises de presse ne sont pas viables, n'ont pas assez de revenus. C'est difficile au plan économique. Effectivement, c'est difficile parce qu'effectivement, nous avons que le champ de la publicité est très réduit, et donc nous voyons qu'effectivement, c'est difficile pour les entreprises de presse de s'en sortir. D'ailleurs, c'est pourquoi je ne suis pas parmi les ministres
ministres qui défendent pour que l'appui, fonds d'appui à la presse puisse être doublé, voire triplé. C'est vrai que ça a beaucoup évolué, c'est passé de 600 millions à 1,3 milliard, maintenant c'est 1,9 milliard. On espère peut-être dans les prochaines années que ça sera à 4 voire 5 milliards pour pouvoir vraiment appuyer les entreprises de presse. Mais là n'est pas le problème. Les difficultés ne doivent pas justifier la précarité que vivent les jeunes reporters et les techniciens de médias. Et ça, malheureusement, c'est le ventre mou de la profession. Ces jeunes que l'on voit, qui aiment la profession, qui veulent vivre de la profession, qui sont stimulés par cette profession, par des gens comme vous, Abdoulaye Der. Mais un jeune Sénégalais de 20 ans a quand même le droit de rêver d'être journaliste demain comme vous. Mais il faut qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent aimer ce métier. Et l'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui sont stagiaires pendant presque 5 ans, voire même 10 ans de stage. C'est des gens qui sont dans la précarité, et c'est des gens qui sont mal payés. Et donc vous voyez très bien comment les journalistes, les techniciens de médias sont fatigués, je dis le terme, se sont tellement fatigués, parce qu'effectivement, il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a pas un... C'est la vérité, c'est une question très sensible, mais encore une fois, c'est un chantier, c'est un chantier qu'il faut aborder. Ouais. C'est là où ça fait mal, il faut toucher ce point-là, et je demande à la Convention des jeunes reporters de vraiment poser vraiment le débat sur cette question-là. Parce que la profession, le secteur ne peut pas continuer comme ça. Avoir des centaines de jeunes qui aiment la profession mais qui vivent dans la précarité absolue. Il y a également la régulation des sites qui pose problème. Tout à fait. Il y a des sites qui sont aux normes. Ça c'est vrai. Mais il y en a également qui pullulent sur Internet. Et là également, je pense qu'il y a à manger et à boire. C'est un vaste chantier. Et là, je demande aux journalistes de prendre la responsabilité. Mais ce n'est pas seulement du ressort des journalistes. Je suis désolé, monsieur le ministre. Mais d'abord, vous êtes l'autorité compétente. Oui. Mais c'est à vous de mettre de l'ordre dans ce secteur. Pour qu'on puisse savoir qui est qui fait quoi. Tout à fait. D'abord, c'est pour laquelle il y a la carte nationale de la presse. Et d'ailleurs, je félicite les membres de la commission avec Daouda Mine et autres. Donc, ils ont fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons plus de 1800 cartes de la presse. Mais d'abord, les journalistes, il s'agit de votre métier. Les avocats sont organisés, hein? Les magistrats sont organisés, les huissiers sont organisés, les experts comptables sont organisés. Tous les corps s'organisent d'abord en leur sein. Et maintenant, avec l'appui du ministère, l'appui de l'État, effectivement, les mesures peuvent être prises. Mais j'appelle les journalistes à faire une réflexion profonde pour que demain ce métier ne disparaisse pas. Parce que nous avons vu aujourd'hui avec les sites internet, des centaines de sites internet qui pullulent partout, qui sont même de l'étranger. Donc aujourd'hui, la profession est en danger. Et c'est ça les véritables questions. Mais l'État ne doit pas baisser les bras parce qu'un site est basé à l'étranger, qu'il n'y a pas de mesures à prendre pour que ce site continue de sévir. Non, de toute façon, nous avons entamé un travail. Quand je suis arrivé dans le département, nous avons fait entamé un travail de recensement de tous ces sites internet qui pullulent, qui donnent des informations au Sénégal. Donc nous avons répertorié la plupart de ces sites. Nous connaissons exactement c'est qui les directeurs de publication de ces sites-là. Ça c'est au niveau du ministère, ça c'est réglé. Mais au-delà de ça, ces sites existent parce qu'au nom de la liberté de la presse, au nom des nouvelles technologies, les gens peuvent ouvrir facilement un site et donner des informations. Maintenant tout le monde donne des informations. Mais je dis, il y va de l'avenir de la profession du journalisme. Il faut effectivement que les journalistes s'organisent, réfléchissent, parce que le débat est complexe, mais il faut réfléchir pour voir dans quelles conditions ils vont quand même préserver cette belle profession qu'est le journalisme. Et en tout cas, mes portes sont ouvertes, et ils le savent très bien, tout le monde le sait, que mes portes sont ouvertes pour vraiment discuter avec tous les acteurs, pour trouver des solutions, effectivement, pour l'émergence de cette profession, cette belle profession. Merci beaucoup, Maître Moussa Bokar Thiam. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.